Yo tout le monde, ici Jules tout seul et aujourd'hui ce sera la dernière partie de ma vidéo sur tous les films que j'ai pu voir durant le festival de Cannes. Et donc là je vais vous parler de 8 films très rapidement parce que c'est des films dont j'estime que j'ai pas grand chose à dire on va dire. Je vais faire que des parties sans spoiler du coup pour cette vidéo là parce que c'est soit pour vous recommander ces films là soit pour ne pas vous les recommander quand ils sortiront en salle. J'avais aussi envie de vous en parler parce que certains ont eu des prix, certains sont extrêmement plébiscités, certains sont détestés alors que moi je comprends pas. Donc je vais commencer par le premier film que j'ai vu qui est peut-être mon film préféré d'ailleurs de cette session au festival de Cannes, qui est La Nouvelle Vague de Richard Linklater. Richard Linklater que vous connaissez notamment pour... C'est lui qui avait fait la trilogie amoureuse avec Julie Delpy et Ethan Hawke, je crois. Et il avait fait par exemple School of Rock avec Jack Black, je crois que c'est le seul film que j'avais vu de lui. Hein. Je sais qu'il a fait plein de trucs, hein. Richard Linklater c'est un gros réalisateur américain, mais malheureusement son cinéma m'a un peu échappé récemment. Mais pour le coup j'ai bien envie de m'y plonger parce que moi j'ai surkiffé Nouvelle Vague. J'ai vu une vidéo où t'as tous les cinéphiles un peu bobos qui ont critiqué le film, qui ont dit que c'était de la merde, le pire truc qu'ils avaient jamais vu de leur vie, mis en contraste avec les gens un peu plus normaux, entre guillemets, normalité c'est faux, mais des gens un peu plus biaisés par leur situation sociale, leur normalité du quotidien, d'en dire, qui ont kiffé le film, quoi. Et donc moi j'étais un peu perplexe, et là je vois le film et je fais, mais c'était trop sympa en fait. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais j'ai grave kiffé le film, j'ai beaucoup aimé le. Et d'ailleurs ça me donne beaucoup envie de regarder, enfin, À bout de souffle de Godard. J'ai vu 2-3 films de Godard, mais j'ai pas vu À bout de souffle, parce que c'est un film qui parle du making-of de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui est le film qui révèle Jean-Luc Godard qui est ce grand critique du cahier des cinémas, comme François Truffaut et bien d'autres grands noms de la nouvelle vague française. Et donc juste après un giga succès de Truffaut, bah lui il va essayer de se révéler en tant que réalisateur. C'est le dernier du cahier des cinémas qui ne s'est pas encore révélé en tant que réalisateur, et donc là c'est sa chance pour devenir quelqu'un entre guillemets en dehors de la critique. Et c'est un film qui est en noir et blanc 1.33, donc totalement dans le format dans lequel les films de la nouvelle vague ont été créés, donc logique dans sa mise en forme. Après c'est un film qui est assez simple et sobre dans sa mise en scène, il n'y a pas d'envolée de mise en scène que vous verrez dans le film. C'est un film qui est très simple et sobre mais efficace dans la mise en scène comme dans la musique, tout est très sobre dans la technique du film, on va dire. Mais c'est un film qui est très agréable dans l'humour, dans la tonalité qu'il emploie. Et notamment parce ce qui m'a surpris, c'est qu'on a un casting quasiment totalement étranger. Dans le sens où c'est que des acteurs français, certes, mais c'est des acteurs pas connus du tout. Même sur le Wikipédia français, ils n'ont pas de page Wikipédia, quoi. Et ça m'a beaucoup surpris. C'est l'actrice la plus connue du film, c'est Zoe Dutch, qui est l'actrice américaine du film, qui joue Jean Soberg, donc qui, elle, est une actrice américaine qui avait joué dans le dernier Clint Eastwood, qui avait joué dans le dernier Zombieland, qui est une actrice assez connue quand même. Sinon, on a l'acteur Guillaume Marbeck, qui joue Jean-Luc Godard. Au début, je pensais qu'il jouait mal, mais en fait, non, parce que Jean-Luc Godard, il dénote beaucoup par rapport à tous les autres personnages du film, dans le sens qu'il a une voix très cassée, il parle de façon très très monotone, il a une voix un peu désagréable dans un sens quand il parle. Je sais pas du tout si Godard parlait vraiment comme ça, il faudrait que je regarde des extraits de Godard de l'époque. Mais en tout cas, dans le film en lui-même, dans le côté fictif du fait que ce soit un film, ça le dénote totalement de tous les autres personnages du film, et ça le montre à quel point lui est différent de tout le monde. C'est que même le fait qu'il porte des lunettes de soleil à longueur de journée, le dénote de tout le monde par rapport au cadre. C'est le seul qui porte des lunettes de soleil tout le temps dans le film, même au cinéma. C'est que le mec, on voit qu'il a une vision différente de tout le monde, même au cinéma avec des lunettes de soleil. Donc je trouve qu'il y a un côté symbolique qui marche bien dans ce délire-là, et je trouve que l'acteur est très charismatique, et je trouve qu'il est très très bon dans cette interprétation très très fauchée, cassée de Godard, qui m'a beaucoup surpris, mais qui au final passe très très bien dans l'idée comédie du film en fait. Parce que même pareil, t'as l'acteur qui joue Jean-Paul Belmondo qui s'appelle Aubry Dulin. Super Aubry Dulin. Franchement, je trouve qu'il ressemble vraiment. Il n'a pas le charisme non plus de Jean-Paul Belmondo, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Jean-Paul Belmondo. Et chapeau pour moi, Zoé Dutch, parce que Zoé Dutch, il faudrait que je pense pas que Zoé Dutch parle français de base, mais même si peut-être ça se voit 2-3 fois que oui, elle récite un peu son texte. Zoé Dutch, franchement, le français qu'elle prononce avec son accent américain et son charme américain, du coup, dans le sens où elle joue un peu une beauté de l'Amérique cinématographique des années 60, je trouve qu'elle a un charme qui marche bien. Et je trouve que franchement, pour une actrice qui n'est pas française, elle se débrouille très très bien avec les dialogues et les intonations qu'on a dû lui donner, du coup. Mais chapeau elle, qui pour moi ressort vraiment du film. Elle a un côté très très comique avec le fait qu'elle, porte toute la création du À bout de souffle, le tournage, hein, surtout sur le tournage, le film, elle est en train de se déconstruire, elle se dit mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai accepté ce projet, et je savais pas que le tournage de À bout de souffle était aussi lunaire, quoi. Le producteur qui veut se barrer du film, qui écrit une lettre pour essayer de dégager Godard qui a que 22 jours pour tourner le film, il y a des jours où il tourne pas le film, sinon il a tourné que entre 15 minutes et 2 heures de film, et les idées lui venaient à la matinée au café, où il passait 5 heures dans le café avant de tourner le film, je sais pas, en fin de matinée pendant 2 heures. Par contre, t'avais les acteurs qui venaient pour rien, t'avais l'équipe technique qui venait pour rien. En vrai, le tournage était lunaire. Et tu vois les acteurs qui n'ont pas de dialogue, et en plus, il n'y a même pas de dialogue parce que tout le film est redoublé après. Donc les acteurs parfois disent de la merde, ils disent ce qu'ils veulent devant ou derrière la caméra pendant le film. Et le film n'a pas vraiment de cohérence narrative dans le sens où Godard improvise au fur et à mesure dans les 20 jours, et en plus
Il y a que 20 jours, mais il utilise encore moins que les 22 jours, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Moi, j'ai adoré le caméraman. J'ai pas le nom du caméraman. Raoul. Le personnage de Raoul, il est hilarant. Dans le sens où ça se voit que c'est un mec qui a fait la guerre, il est photographe, il est chou de fou pour participer au film. Et Raoul, ça devient une grosse blague dans le film, c'est qu'on l'enferme dans des boîtes, on lui demande des conseils. Il est très très drôle dans le film et le film est hilarant. Ça va. Le film m'a fumé de rire tellement j'ai jamais vu un tournage aussi lunaire de ma vie, en tout cas un making-of d'un film de tournage aussi lunaire de ma vie. Et honnêtement, que dire de plus que ça, quoi. C'est que c'est un film qui donne de l'espoir, entre guillemets, dans un sens, dans la vision française, dans la création d'une nouvelle vague, et à quel point on peut innover dans le cinéma en faisant ce qu'on veut, en ayant notre propre identité. Mais je trouve que là, on est au-delà de l'identité, là, c'est vraiment, on fait de la merde et ça devient un chef-d'œuvre, frère. C'est pas juste, ouais, c'est un film sur la liberté, c'est un film sur la liberté, ça c'est clair. Ça, on n'a jamais été aussi libre que dans ce film-là. Mais, c'est tellement abusé, c'est tellement surréaliste, c'est tellement parodique, que même un auteur créatif, pour moi, tu lui donnes quand même plus de barrières que ça, quoi. C'est que là, Godard, il en a vraiment rien à cirer, c'est tellement drôle et ça rend tellement bien dans le film. Et donc, franchement, j'ai adoré. J'ai grave kiffé Nouvelle Vague et je ne peux que vous le recommander quand il sortira en salle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu The History of Sound de Olivier Hermanus, que je ne connaissais pas, avec Paul Mescal et Josh O'Connor, surtout Paul Mescal. History of Sound qui avait un peu fait parler de lui au festival avant sa sortie officielle, au festival je veux dire, et j'avoue que j'étais un peu déçu par History of Sound, dans le sens où History of Sound, c'est le biopic un peu, c'est un faux biopic, mais c'est un biopic un peu d'auteur, un peu de romance gay dans les années 20, Première Guerre mondiale, un peu cliché, vu et revu, mélodrama tragique, qu'on a tous déjà vu au moins une fois dans sa vie, quoi. C'est que les acteurs sont très bons, Paul Mescal est très très bien, même si je le trouve peut-être un peu trop sobre, peut-être dans sa performance, il est peut-être trop carré dans sa... Il m'a beaucoup fait penser, en fait, ça me surprend que personne n'évoquait ça, mais je trouve que Paul Mescal a un vrai côté Ryan Gosling, en fait. Il m'a beaucoup fait penser à Ryan Gosling dans Drive, un peu dans sa vibe très très calme, très très posée. Là où Josh O'Connor, c'est lui le mec un peu plus humain, un peu plus ouvert, un peu plus fun, qui pour le coup est excellent dans son rôle. Josh O'Connor, lui, il a vraiment une gueule de cinéma, il a vraiment une gueule où je trouve qu'il a un côté très très méprisant dans la gueule qu'il peut avoir, sauf dans ce film-là. Dans ce film-là, il est très humain justement, mais il est très très bon. Vraiment, tu t'attaches à lui, tu dis ouais, ce mec-là, je veux être pote avec lui. Bon là, au-delà de la relation de pote dans ce film-là, mais c'est vrai que c'est un mec qui est humain, qui a du cœur, tu vois, et je trouve que lui, il ressort du film, alors que lui, il y a beaucoup moins présent dans le film. Donc, puisque tout film nous montre le point de vue de Paul Mescal, qui est un fasciné de musique, qui est musicien. Tu as Josh O'Connor qui est compositeur et Paul Mescal qui est chanteur. Et les musiques du film sont très très bien. Ça m'a un peu fait penser à Sinners, les musiques de l'Amérique de l'Ouest, désertique, un peu dans les plaines de forêts, de villages, où tu as ces petits gens qui aimeraient peut-être voir leurs chansons, leur culture être répandue un peu ailleurs dans l'Amérique. Je trouve qu'il y a un côté assez poétique dans ces séquences-là qui marcherait très bien. Et les chansons sont assez poétiques, un côté un peu blues, un petit peu naturaliste, qui est assez beau, qui m'a plutôt plu dans la BO globale. Et la musique du film est assez bonne. La BO, même en dehors des chansons, la BO est assez cool du film. La réalisation est correcte en plus. C'est une réalisation très film d'auteur. C'est une réalisation où vous avez beaucoup de très beaux plans, de la nature, des plaines naturelles de l'Amérique, qu'on met ensuite en opposition un petit peu avec les villes un peu plus larges, Rome et tout ce que tu veux, le Royaume-Uni, etc. Donc je trouve qu'il n'y a pas d'envolée de mise en scène, c'est vraiment des plans fixes, des beaux plans paysages, un peu contemplatifs. Après, le film est assez rythmé, c'est pas un film chiant pour le coup, c'est un film qui est assez rythmé et qui se déroule de façon assez correcte dans sa durée globale. Donc ça pour le coup oui, mais en dehors de ça, le film, le seul truc qui m'a un peu marqué dans le film, c'est qu'il y a une transition entre Rome et le Royaume-Uni. C'est que tu as le personnage de Paul Mescal qui fait partie d'une chorale dans une église, et donc il est censé quitter Rome, et ensuite tu as une transition où tu reçois une chorale dans l'église et tu vois pas Paul Mescal dans la chorale, et là tu te retournes et en fait tu vois que maintenant c'est lui le ténor de la chorale, le ténor, le gérant de la chorale entre guillemets, le maestro, et donc je trouve que c'est un jeu de transition qui était très très cool. Ça c'est le truc qui m'a marqué dans la mise en scène pour le coup. Mais en dehors de ça, ça m'a un peu fait penser en beaucoup moins bien au chef-d'œuvre Brokeback Mountain avec Heath Ledger et Jake Gyllenhaal de Ang Lee, qui pour moi est la référence dans le film de romance homosexuelle, qui est vraiment incroyable et qui reste un cas, parce qu'un film qui a été fait aussitôt, avant même tout le côté LGBT, etc. C'est vraiment une prouesse, c'est un chef-d'œuvre que je vous recommande. Mais il y a un petit côté dans le côté nature, Brokeback Mountain, qui est assez beau, je trouve, dans la relation. Mais je trouve que la relation n'a pas assez de temps d'écran. Je trouve que la relation n'est pas assez développée. Je trouve que la relation manque de... La relation est trop subtile, en fait, entre les deux personnages. Je trouve que j'aurais aimé qu'on confronte plus la chose de manière frontale. J'y crois pas assez à la relation amoureuse. Tout
Parce qu'en fait, tout le film, c'est Paul Mescal et lui qui vont plus se revoir pendant des années. Et on va voir Paul Mescal qui va avoir des vies chez des bourgeois, chez des riches, dans des milieux aisés, et qui, pendant tout le film, va se dire, bah, je suis pas à ma place, en fait. C'est que le seul moment où j'étais vraiment heureux, c'était avec lui, en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est intéressant, certes, mais que je trouve qu'il marche pas parce qu'on n'a pas cette séquence entre les deux. Je trouve que c'est trop. Les gens vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est trop subtil, pas assez frontal, et je trouve que la relation est pas assez assumée, quoi. Et j'aurais aimé qu'on aille encore plus loin dans cette relation amoureuse, et jusqu'à la fin, où, du coup, il va du coup rechercher Josh O'Connor. Et comme c'est un film d'auteur, je trouve qu'il y a une fin qui est très tragique, très mélodramatique, qui est étouffante, qui attriste, qui ensuite tout revient à une séquence qui rappelle tous les films que vous avez déjà vus, la fin de Titanic, la fin de La Ligne Verte, ce côté un peu 60, c'est un du léger spoiler, mais un petit côté 60 ans plus tard, où t'as un personnage qui deal avec sa vie, qui était heureux à une certaine époque, qui est devenu un grand nom, etc. Il y a un côté faux biopic qui est intéressant, qui crée une fin un peu mélancolique que je trouve on a vu et revu. Ce qui fait que le film, il est sympa. C'est un film sympa, c'est un film d'auteur sympa que vous avez déjà vu, qui est pas incroyable, qui fait le taf, mais c'est sympa, quoi. Ce qui fait que bah moi je vous le recommanderais si vous voulez quelque chose de sympa, si vous êtes très fan de Paul Mescal. Mais en dehors de ça, moi personnellement, pour moi, vous pouvez passer votre chemin. C'est pas un incontournable et justement, il a rien gagné au Festival de Cannes. Donc vous pouvez passer votre chemin, à mon humble avis. Ensuite, j'ai vu Magellan, réalisé par Laszlo Diaz, que je ne connaissais pas du tout. C'est un film philippin en coproduction avec plein de pays. Bah, il y a Canal, il y a la France, il y a le Portugal et plein d'autres pays. Et je savais pas que Laszlo Diaz était l'un des précurseurs du film lent. Dans le sens où Laszlo Diaz, sa mise en scène dans ce film-là de Magellan, qui vit du coup donc le dernier périple de Magellan, où il va passer à travers le fameux chemin de Magellan, et donc arriver aux Philippines, où il va essayer de convertir les Philippins en tant que catholiques, jusqu'à que cela mène à son décès. Bon, pas tragique, on va dire, donc de Magellan. Et je trouve que c'est un film qui est intéressant, dans le sens c'est un film qui dure 2h30, je crois même 2h40, et je crois que le mec a dit qu'il avait une version de 9h donc il aimerait sortir. Oh putain, la version de 9h. Et je serais mentir si je vous dirais pas que le film était un peu chiant et long, parce que oui, je me suis un peu fait chier dans le film. Mais le film est sublime, visuellement. Le film est une dinguerie visuelle, c'est un film qui est filmé en 1.33 plan fixe, c'est que du plan fixe. Tout le film, c'est du plan fixe, c'est un enchaînement de plans fixes qui dure au moins tous plus de 20 secondes. Et le truc, c'est que ça m'a beaucoup fait penser le cinéma d'époque, où tu ne pouvais faire que des plans fixes. Donc, notamment Méliès, par exemple, mais surtout Abel Gance. Donc, par exemple, avec son film Napoléon de 7 heures. Ce côté film d'époque où tu as des plans fixes très très longs qui te créent une ambiance, où ces plans fixes font presque tableau de la Renaissance, avec plein d'informations, le plus d'informations possible, pour que tu puisses observer ces plans et savourer tous les plans qui s'enchaînent dans Magellan. Mais c'est long quand même, c'est chiant un peu quand même, mais c'est beau, c'est super beau, et c'est pour ça que je regrette pas de l'avoir vu, parce que c'est un film qui est absolument magnifique visuellement, et qui en fait vraiment une froideur dans ce qu'il nous montre. C'est que on nous montre Magellan vivre une vie un peu de bourge, il a percé dans le game par rapport au roi du Portugal, il a une femme qu'il vient d'avoir, il a vécu un peu la guerre, il a vécu un peu la mort, et en plus là sa femme qui est enceinte, et lui au moment où sa femme est enceinte, il s'en va et qui va vers son périple, vers le Portugal, et c'est un film qui va te montrer la mort. La mort dans la sphère privée de Magellan, mais puisqu'il y a aussi un côté très très fantôme, il y a un côté très surréaliste aussi dans le film, par rapport à des fantômes et tout ça, qui est assez intéressant aussi, qui reflète un peu le surréalisme de l'œuvre, et il y a aussi la mort dans le périple de Magellan, quoi. C'est que ils vont faire un périple en passant jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, jusqu'aux Philippines, et donc jusqu'à l'océan Pacifique, qui sera renommé par rapport à comment Magellan l'a appelé, et il va y avoir énormément de périples, des mutineries, des sacrifices, des morts, des accidents de mer qui vont montrer que Magellan, tout ce qu'il a vu dans le film, est habité par la mort, en fait. Et lui-même devient auteur de la mort, et lui-même devient un personnage qui est très ambigu, parce que c'est un personnage dont on découvre un peu la vie, on arrive à pas s'attacher à lui par rapport à sa femme, à sa vie, à son rang, etc. Mais il commet des actes assez irréparables, assez cruels, qui fait que lui, on peut pas non plus l'apprécier dans un sens. Ce qui fait que ce personnage, quand même, c'est quand même un sacré connard, et donc à la fin, quand il est donc tout le dernier axe du film, c'est qu'on découvre ce peuple très très immersif, très très cohérent, très très en paix avec sa culture, donc le peuple philippin, qui vit sa belle vie tranquillement, qui est bien sûr très autochtone, qui a beaucoup moins de moyens bien sûr que les Philippins, que les Portugais qui arrivent. Mais voilà, ce sont des personnes qui semblent avoir une belle vie dans leur culture, et là tu as les Portugais qui débarquent, au début ils sont très curieux, ils sont là, ils les accueillent avec les bras ouverts, Magellan a l'air d'être quelqu'un de sympa, il leur parle de Jésus qui sauve un enfant malade, etc. Et au bout d'un moment, ce partage de culture va devenir un endoctrinement, et va devenir un massacre. Et ce massacre-là, du coup, c'est un massacre qui ne se fait pas par l'action, c'est un film qui parle pas d'action, c'est un film qui est sombre, qui parle de froideur, qui parle de cruauté, par le plan fixe, par l'image, par la rigidité de l'image, quoi. Et donc c'est un film qui est très poétique, et jusqu'à la fin du film, où juste pas besoin de montrer le massacre, montrons l'après du massacre et montrons le résultat. C'est pas un spoiler, c'est même le début du film, le massacre, avant qu'on vienne à la fin. Donc c'est un film qui est très long et chiant, quand même, il faut l'admettre, il n'y a pas de musique, il n'y a rien,
mais c'est visuellement magnifique en termes d'ambiance et tout. C'est un film que je respecte énormément pour la technique et pour la poésie de ce qu'il raconte. Après, je dois avouer que je me suis quand même emmerdé. Je vais être honnête, mais pour l'expérience, je peux vous recommander Magellan. Voilà. J'ai vu Résurrection qui a eu le prix spécial du jury à Cannes, un film que j'aurais dû adorer, je pense, dans un autre monde, parce que ce film, c'est tout ce que j'aime normalement. C'est des films complètement barrés, qui ont plein d'idées visuelles de partout, qui sont inspirés, qui ont plein de genres cinématographiques, et vraiment on s'amuse dessus, avec des thématiques assez fortes. Mais, et c'était assez marrant parce que moi j'étais avec quelques collègues au festival, ils voulaient tous se barrer de la salle, ils voulaient tous se casser de la salle, en plus c'était au Grand Palais et tout, tout le monde voulait se barrer, tout le monde était en train de souffler à côté de moi, moi je me suis barré dans le film parce que tout le monde se faisait chier devant le film, tout le monde voulait se barrer avant la fin, on a quand même regardé jusqu'à la fin quand même. Mais Résurrection, moi j'ai adoré. C'est un film chinois. Du coup, c'est un film chinois réalisé par le réalisateur chinois Bigan, qui a souvent été publicité par des grands prix dans sa sphère, donc en tant que réalisateur chinois. Et c'est un film qui nous parle d'un monde où plus personne ne rêve et où un jour une dame va réussir à récupérer une créature magique qui rêve. Donc le rêve voleur, il s'appelle, je crois. Et ce personnage-là, il va être éjecté de son monde vers le monde humain. Et il va vivre, et sous forme humaine, il va vivre plusieurs périples dans des époques différentes. En gros. C'est, par exemple, le début du film, c'est du film muet, qui en hommage presque à l'expressionnisme, qui a un côté très très Nosferatu dans les visuels, dans ce que ça raconte. Donc film muet d'époque, et moi c'est la partie que j'adorais, c'est que j'ai rien compris à l'intro, au début du film, mais j'ai adoré la mise en scène, toutes les idées de maquettes, de décors très surréalistes, très rétro, en plus stylé, en plus avec tout l'humour un petit peu chinois qui est très très exagéré, qui marche bien. Moi j'ai adoré la première partie muet, on comprend rien, mais c'est trop beau, tu vois. Et ensuite, on a une partie film noir qui fait très Dark City, où on a une enquête qui est en cours, mais il n'y a jamais de résolution très claire sur l'enquête. On ne sait pas sur quoi c'est censé nous mener. On passe d'un film à un autre. En plus, on change de format, on passe du 1.33 au cinémascope du coup pour développer ce côté changeant d'époque qui est assez cool. Donc on a ce côté film noir, puis ensuite on a un côté film de magie / mafieux / prise en charge d'un enfant. Où là, pareil, tu as une narration, tu as une nouvelle histoire qui démarre, mais qui ne trouve pas de résolution totalement convaincante. Et ensuite, tu as une espèce de romance un peu punk, dans un univers un peu rétro, un peu futuriste, avec un plan en séquence extraordinaire, parce que je vous le dis, la technique est incroyable, qui dure une demi-heure. Mais on se fait chier. En fait, c'est 4 courts-métrages empilés en un film, et tous les courts-métrages que vous verrez n'ont pas de résolution satisfaisante. C'est que les 4 courts-métrages, surtout les 3 du milieu, sont longs et chiants. C'est que moi, visuellement, c'est banger, hein, le côté film noir, la pluie, le détective, il y a tout le champ lexical du film noir, si on peut dire ça. Ouais, c'est cool, tu vois, visuellement, c'est cool, tout est cool, le futur à la fin, c'est cool, mais le film est lent. Il est lent, il avance à un rythme lent, et on sait pas où il veut en venir, on sait pas du tout où il veut en venir, et dès qu'une intrigue se finit, elle se finit de manière pas satisfaisante du tout, on a l'impression que juste on a vu une moitié d'histoire, et on passe à l'histoire suivante, on voit une moitié d'histoire, et on passe à l'histoire suivante, et on n'aura jamais de résolution sur la finalité de chaque histoire, et on a comme une fin assez cool, qui fait la boucle bouclée avec le début du film, qui fait presque Cronenberg, qui a un côté très très méta sur le cinéma, qui est assez beau, assez cool, et assez quatrième mur, qui est le type de fin que j'aime bien. Mais j'ai l'impression que ce film-là, c'est un peu le génie que les gens ont vu, que moi j'ai vu en Megalopolis, que les gens ont vu dans ce film, en fait. Ce côté plein d'idées de partout, créatif de fou. Mais au moins, Megalopolis avait le luxe d'avoir une narration assez claire et beaucoup plus succincte dans le développement de ses personnages. Là, on bite rien. Et le résultat, c'est que même si c'est magnifique visuellement, n'est pas David Lynch qui veut, quoi. Tu peux avoir une narration qui joue sur les rêves, qui n'a pas de sens particulier, mais David Lynch, il arrive à jouer sur les émotions, sur la sensation, sur le vécu, sur l'émotion, sur l'humain, en fait. Et je trouve que ce film-là, a une distance beaucoup trop forte pour nous faire ressentir cet humain, quoi. Ce qui fait que on s'emmerde. Et la musique est très belle sinon, mais en dehors de ça, le film est très barré, certes, mais il est pas barré dans le bon sens. Il est pas barré dans le sens où il y a des idées partout, il est barré dans le sens où il semble aller vers quelque chose, en fait. Il semble être très très cohérent sur la direction dans laquelle il veut aller, mais nous on comprend rien de la direction. On sait pas où il veut aller, on comprend rien, et résultat, on sait pas. On sait pas ce qu'on a vu, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce que l'on a voulu par rapport à ce film, on est perplexe de fou. Ce qui fait que malheureusement, je ne peux pas recommander ce film-là. C'est que pour le cinéma, je vous recommanderais. Pour le cinéma, l'aventure, l'expérience cinématographique, je vous le recommanderais, mais si vous êtes un public lambda qui cherche juste à regarder un film, vous allez vous faire chier comme un rat mort. Donc malheureusement, je ne peux pas vous le recommander.
Mais prix spécial de Cannes, donc ne m'écoutez pas, je suis qu'un faible bête cinéphile de merde, donc regardez-le si vous voulez. On va passer directement au film Dossier 137 de Dominique Moll, je crois, qui a fait La Nuit du 12, Moll, qui je n'ai pas vu, mais qui a été très très apprécié par la sphère française. Mais donc là, je découvre le cinéma de Dominique Moll avec ce film-là, qui est un film d'études de cas. C'est un film d'études de cas où on suit le personnage de Léa Drucker, qui fait partie je n'ai plus le nom Elle fait partie de l'équipe de la police des polices. En 2018-2019, on est en plein gilet jaune, période des gilets jaunes, période de manifestation des gilets jaunes. Et donc c'est un film qui nous traite bien sûr du coup des casseurs, des flics qui tirent des flashballs de façon injuste à de simples gilets jaunes manifestants qui voulaient juste manifester en paix. Et donc c'est un film qui traite d'injustice, en fait, Dossier 137. Et j'ai trouvé le film très simple et efficace et très réaliste dans sa démarche. C'est un film qui peut être trop classique et simple pour que je dise que c'est un putain de film. Mais c'est un très très bon film quand même. C'est un film il n'y a aucune envolée dans la mise en scène, pareil, c'est une mise en scène très très classique, très très froide, on sent, il y a une rigidité dans la froideur du film, il y a une froideur dans l'injustice de la société française dans ce film-là. Mais c'est un film qui assume son propos, qui assume sa situation en montrant des photos d'archives assez violentes, en nous plongeant dans un réalisme assez fort et déconcertant. Mais dans une étude de cas assez simple, un étude de cas qui à la télé pourrait paraître être anodin, parmi tous les cas qu'on a pu avoir dans les Gilets jaunes, mais qui là est approfondi de manière à ce qu'on puisse être investi par l'étude de cas. C'est-à-dire que ce film nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui partait manifester à Paris, et qui n'était pas du tout parisien, je crois, en paix, première fois qu'il manifestait de sa vie, et le mec va se prendre un coup de flashball alors qu'il n'a rien commis, il n'a pas commis de violence, il n'a rien cassé, mais du coup des policiers vont le tirer un coup de flashball qui va gravement blesser son visage, et même endommager son cerveau à vie. Donc c'est là que tu te rends compte des conséquences désastreuses que ce film nous propose comme intrigue, de façon positive pour la dialogue du film, hein, mais la conséquence en elle-même est très très tragique. Et donc le film, c'est Léa Drucker qui va essayer de prouver que il faut plus taire ces flics là. Le film va te proposer une intrigue extrêmement très passionnante sur Léa Drucker, dans le sens c'est pas un flic qui va juste dire les flics c'est des connards, c'est un film qui est très ambigu. C'est que le personnage de Léa Drucker a déjà été flic avant, ce qui fait qu'elle a un pied sur les deux tableaux. Ce qui fait que elle est contre les flics, mais elle est pour les flics aussi. En fait, elle est contre les méchants flics, de manière à ce que dégager ces flics défectueux puissent valoriser les vrais bons flics, quoi. Et puis, là c'est beaucoup moins subtil, mais il y a cette opposition par rapport à dans cet ex-mari qui a une copine qui est pro-flic et tout. Donc là, ça, c'est beaucoup moins subtil, par exemple. Mais je trouve que la Drucker est très très sobre dans son jeu, mais c'est pas un sobre mauvais, c'est un sobre dans le sens où elle est très professionnelle. C'est qu'elle a des entretiens avec des clients, elle essaie de travailler, de faire son travail de la façon la plus propre possible, donc elle est très carrée et très polie, mais on sent qu'il y a une fracture en elle, une tragédie, une tristesse qui se réveille de plus en plus au fil du film, parce qu'on a l'impression que son taf ne sert à rien en fait. C'est que son taf ne sert à rien parce qu'en fait la justice est tellement éclatée dans plein de directions dans ce pays, qu'en fait, elle va trouver toutes les preuves possibles. Durant tout le film, on va être pour elle, on va être dans son camp, on va voir tout ce qu'elle va trouver. Et malgré toutes les preuves, malgré toute la tangibilité de ce qu'elle trouve, il suffit qu'il y ait une phrase de merde, une loi de merde qui fait que, tes flics là, on peut pas les condamner. En fait, c'est que aucun flic n'a été. Je suppose que c'est une vraie stat, mais aucun flic n'a été démis de ses fonctions depuis l'existence de cette police des polices, en fait. C'est qu'ils ont eu des petites peines avec sursis, comme d'habitude, et après ça, ils continuent leur fonction tranquillement, quoi. Et c'est un film qui te parle vraiment d'injustice, en fait. C'est que on veut te montrer de l'espoir, mais au final, le film arrive à te faire croire que c'est possible. Mais en fait, non, le monde, c'est de la merde, en fait. Et je trouve que c'est un film que j'ai trouvé très très touchant dans ça, parce qu'on vit le prisme humain de Léa Drucker, de sa famille, des familles qu'elle protège, qu'elle soutient, du jeune homme qu'on reverra aussi de façon assez poignante à un moment donné dans le film, et des flics qui sont des giga connards, En plus, le film est assez comique aussi. C'est un film encore plus humain, c'est de l'humour assez naturel, c'est pas de la comédie forcée pour ne pas pleurer, quoi. C'est pas un film si émouvant que ça, mais c'est un film assez fort dans ses émotions, et l'humour est très bien intégré dans le film. Enfin, on a des séquences où les policiers vont essayer de se justifier alors que toutes les preuves sont contre eux, de façon complètement débile, et en fait ça les ridiculise, en fait ça les décrédibilise totalement, et c'est assez beau en vrai, je trouve, comme façon d'intégrer l'humour dans le film. Il y a un petit chaquet mignon. Après, les dialogues sont pas parfaits, je trouve que le gamin, le fils de Léa Drucker, parle trop comme un adulte. Les dialogues sont pas réalistes du tout pour lui, par exemple, mais sur le reste passe plutôt bien. Mais voilà, c'est un film qui est assez tragique, et j'ai apprécié ce réalisme. J'ai apprécié qu'on soit pas parti dans le film lambda d'injustice sociale qui va bien finir, où tout le monde est heureux, où il y aura plein d'enfants. C'est un film qui a de l'espoir, mais c'est un film qui est réaliste et cru dans sa démarche, et c'est un film que j'ai apprécié pour ça, et franchement, sans que ce soit incroyable, c'est un film que je ne peux que vous recommander si c'est une période qui vous intéresse, et si c'est un cas social qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un film qui a eu 2 prix à Cannes, donc le prix de la meilleure mise en scène et le prix du meilleur acteur pour Wagner Moura, qui le mérite totalement parce que Wagner Moura, c'est le GOAT.
Pablo Escobar dans Narcos, les gars, excellent acteur qui a un charisme de dingue. Nous en parlons de l'agent secret, réalisé par Kleber Mendoza Filho, qui a fait plein de films, qui a eu plein de prix aussi, pas qu'à Cannes, je crois, qui est un réalisateur brésilien sur un film brésilien, qui nous raconte la vie du personnage de Wagner Moura durant la fin de la dictature brésilienne durant les années 70. Et le pitch était intéressant, je suis honnête, dans le sens où le film s'appelle L'Agent Secret, et ne vous attendez pas du tout à ce que le titre pourrait laisser paraître. Pour le coup, dans le sens où c'est pas un film en mode de James Bond, hein, c'est pas un film d'espionnage du tout, mais c'est un film qui, en fait, on ne sait pas de quoi ça parle pendant 1h30. Ce qui fait que, comme pour Résurrection, malheureusement, et ça me fait chier de le dire, je me suis fait chier. Mes collègues du festival se sont barrés avant la fin de la séance, moi j'ai tenu jusqu'au bout parce que je me suis tellement fait chier que moi je voulais quand même avoir la récompense, le luxe de savoir comment ça va finir, quoi. Où est-ce que tout cela va nous mener quand même, quoi. Et la mise en scène est très sympa, mais j'ai rien vu de banger dans la mise en scène, il n'y a rien qui m'a marqué fondamentalement dans la mise en scène, ce qui fait que je comprends pas non plus le prix attribué à la mise en scène. Et la musique est sympa, c'est que tu tiens le film parce que il y a une curiosité constante. C'est que le film te maintient dans cette idée que ouais, on vit ce personnage qui semble vivre une vie normale, qui a un fils, qui l'a rejeté pendant longtemps, qui semble cacher des choses. Tu as sa famille latino qui est très humaine, avec la mamie qui est très cliché latino. Donc, et en plus, tu as la musique, l'ambiance du Brésil qui est très agréable, très fun, très humain. Et tu as cette curiosité où tu as des personnages qui sont en train de manigancer des trucs sans que tu aies le verso du recto, en fait. C'est sans que tu comprennes pourquoi on suit ces espèces de criminels qui veulent manigancer quelque chose face à Wagner Moura, alors que Wagner Moura, tu vas juste vivre une vie normale, je sais pas. Donc, ce film a une curiosité un petit peu étrange, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, le film fait 2h30, tu t'emmerdes un peu, quoi. Personnellement, j'ai commencé à bien m'ennuyer pendant tout le film. Il y a tout un délire avec un requin qui aurait bouffé une jambe. Il y a tout un délire sur ça qui je sais même pas d'où ça vient, je sais même pas d'où ça sort. C'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, je sais, mais c'est quoi, ça fait partie de pourquoi ça vient d'où, en fait. Et oui, à la fin du film, tu as une réponse à tes questions. On comprend d'où provient le personnage de Wagner Moura, on comprend la thématique un peu du film sur l'injustice de la dictature brésilienne et sur les sacrifices un peu cruels qu'on pouvait réserver à certaines personnes au Brésil. Et le film finit de façon assez froide sur le destin de certains personnages jusqu'à en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a encore un devoir de mémoire dans ce film-là. Je trouve ça intéressant de montrer le film par le biais des archives d'une personne dans le présent qui va s'intéresser à une affaire, s'intéresser à une personne de l'époque, et se dire putain, cette personne-là, c'est une personne qui quand même avait des valeurs, était très intéressant, qui était humain quand même. Là où par exemple le fils de cette personne 30 ans plus tard, lui n'a pas d'a priori positive envers son père, et lui va juste le voir comme un peu un mec qui l'a rejeté toute sa vie. Donc voir la relation entre des archivistes qui découvrent petit à petit la vie de personnes de l'époque de façon réaliste, à côté de fils qui ont jamais connu leurs parents, qui eux les dénigrent. Je trouve qu'il y a une confrontation à l'histoire et au passé qui est intéressant et qui marche bien. En dehors de cela, j'arrive pas à savoir quoi dire de plus, quoi. C'est qu'il y a une séquence un peu violente à la fin qui est assez bien faite et un peu pleine de tension. C'est que la tension, en vrai, le film est assez chill, hein, tout le film, un peu trop, ce qui fait qu'on s'ennuie un peu. La tension démarre vraiment durant la dernière demi-heure et la tension fonctionne plutôt bien. On a des acteurs assez charismatiques, certes. On a Hugo Kier, acteur allemand, qui est un super acteur allemand. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Je pensais qu'ils allaient nous faire un délire par rapport aux nazis. En vrai, c'est un peu ça. C'est un Allemand qui est planqué au Brésil. Mais le mec là, il a une scène. Je sais pas quoi sert la scène. Il est là. Ok. C'est un film qui est sympa si vous voulez regarder plein de scènes de façon séparée en elle-même, parce qu'en termes de narration, la narration est très cassée et tu comprends pas ce que tu regardes. Et malheureusement, je trouve que le film est assez décevant dans sa démarche, qui fait que oui, la fin est intéressante, la thématique est intéressante, mais le film est beaucoup trop flou dans sa démarche, beaucoup trop flou dans sa contextualisation, ce qui fait que je me suis fait chier. Mais Wagner Moura est excellent et je suis très content que ce film lui ouvre des portes. Voilà. Ensuite, j'ai vu le film Die My Love, réalisé par Lynn Ramsey, qui avait fait le très sympathique, me semble-t-il. Elle avait fait le film You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix, qui est un peu un film de vengeance où Joaquin Phoenix butait des gens, qui était assez cool, honnêtement, dans mes souvenirs. Elle avait pas fait de film depuis 8 ans, quand même, ce qui est assez énorme comme écart pour une carrière de réalisateur et réalisatrice, puisque là, nous sommes sur une réalisatrice qui est donc Lynn Ramsey. Et Die My Love, ça parle d'un traumatisme. En fait, c'est un film qui nous montre la jeune vie de couple de Robert Pattinson et de Jennifer Lawrence qui viennent d'avoir un bébé, qui viennent de récupérer une maison de famille qui devient leur maison à eux, entourée de forêts de nulle part, avec très très loin de la vie occidentale, sociale, nous allons dire. Et ce film traite du traumatisme post-naissance, post-accouchement, où maintenant que le bébé est né, Jennifer Lawrence campe un personnage qui n'a presque plus de but dans sa vie, qui est un peu dépressif, qui est un peu timbré. Je pense qu'on développe ce délire de trauma post-naissance, mais de façon complètement exagérée. Je pense qu'on n'est pas non plus dans ces extrêmes-là
quand on a ce type de cas de figure. Parce que Jennifer Lawrence, honnêtement, c'est elle qui porte le film déjà. Dans le sens où Pattinson, lui, est très très bon dans le rôle, il est très très marrant dans ce côté mari qui en a marre de sa femme et qui est un peu blasé, mais qui est quand même un peu possédé par elle et qui va tout faire pour elle. Donc il a un côté un petit peu soumis qui est intéressant. On a un très bon casting, la mère de Pattinson qui est très cool actrice aussi. Déçu, il y a Nick Nolte dans le film, il a 2 scènes, alors que c'est un superbe acteur. Mini déception, la BO est sympa il me semble. Mise en scène 1.33, parce que comme là, c'est le Festival de Cannes, c'est un film d'auteur. La moitié des films que j'ai vus sont en 1.33, bien sûr. Et voilà. Mais le film, bon, la mise en scène est assez bateau et assez classique. C'est beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de filles, beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de terre-à-terre, de réalisme, on suit les personnages, quoi. Donc j'ai rien vraiment à redire sur ça. Mais il y a un petit côté symbolique avec la forêt en feu qui montre un peu la rage un peu intérieure de Jennifer Lawrence. Mais la musique est cool, l'ambiance est cool. Et moi, je pensais que j'allais détester le film, vraiment ce côté huis clos d'un couple dans une maison. Et en fait, ils ont réussi à rendre le film assez divertissant parce que le casting et la variété des situations qu'ils nous mettent en place. Il y a une situation avec un chien qui m'a beaucoup attristé, il y a une situation avec le bébé, il y a une situation avec un mariage, il y a une situation avec les parents. Et donc ça varie les situations et Jennifer Lawrence est à fond. C'est vraiment le film de Jennifer Lawrence, c'est le comeback ultime de Jennifer Lawrence qui est là. Elle fait un peu son Harley Quinn, c'est que c'est une meuf, une femme, qui vraiment, t'as envie de la gifler tout le film, mais tu repères quand même un semblant de sincérité et d'humanité dans son personnage, dans le sens où elle est un petit peu enfantine, elle a un côté un peu ado attardé, dans le sens où elle aboie face au chien, elle parle comme un bébé au bébé, elle se comporte un peu comme une gamine, et t'as Pattinson qui est un peu blasé par elle, t'as la maison qui est tout le temps dégueulassée, quand elle pique des crises, elle va littéralement démonter la salle de bain, mais vraiment démonter la salle de bain, donc c'est vraiment une gamine en crise un peu, Jennifer Lawrence. Et j'avais envie de la gifler tout le film, mais Jennifer Lawrence est tellement excellente dans ce côté gamme adolescente, adulte, naïve, un petit peu dépressive et complètement allumée. Et honnêtement, je trouve qu'elle porte complètement le film et c'est vraiment son film à elle. Et Pattinson est très bien, comme j'ai dit. Et en vrai, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Hein. C'est vraiment, le film, c'est ça en fait. Et on a une finalité qui est plutôt poétique, assez intéressante et qui donne un film sur l'amour, sur la famille, qui est pas inintéressant, on va dire. Qui est un peu bref, qui aurait mérité peut-être une fin un peu plus ambiguë, j'aurais dit quand même, dans le sens où Jennifer Lawrence commet des choses qui pour moi sont pas forcément très pardonnables dans le film. J'aurais aimé qu'il y ait un semblant de punition quand même, qu'on n'a pas forcément. Donc ouais, c'est un très bon film, pas un grand film, pas un chef-d'œuvre, un film très très sympathique que je vous recommande honnêtement quand ça sortira. Mais bon, c'est pas non plus la claque de l'année, mais c'est un film que je vous recommande. Et je crois que nous sommes sur le dernier film de la sélection. Et là, ça va être un cas extrêmement particulier. Donc c'est donc le film Onidon, réalisé par Ethan Coen, donc l'un des deux frères Coen qui se sont séparés depuis, qui donc nous propose ce film-là, qui est le deuxième film de sa trilogie de films d'enquête un peu sur un personnage gay. Il avait fait un film précédemment dont j'ai plus le nom, qui était déjà la première partie de... Ce sont des films qui sont reliés à une trilogie thématique commune. Donc, et ce film-là, j'ai vu donc au Grand Palais durant la séance de minuit du Festival de Cannes avec le casting, sauf Chris Evans. Je suppose que Chris Evans est en train de tourner Avengers Doomsday, du coup. Et donc, du coup, il y avait Margaret Qualley et Ethan Coen qui ont vu le film avec nous, que moi, personnellement, c'était la séance de minuit, j'avais vu 4 films avant, je luttais pour pas m'endormir. Je luttais pour ne pas m'endormir. J'ai tout fait pour ne pas m'endormir. Et le truc, c'est que moi, le film, j'avais l'impression de le suivre de façon linéaire, de façon cohérente, sans souci. Et à un moment donné, le film se termine et je fais quoi ? Je dis, le film est fini. J'ai eu le sentiment d'avoir vu 40 minutes de film. Après, le film est court, il fait 1h30. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir loupé aucune section de narration qui m'aurait permis de savoir que je me suis endormi et que j'ai raté des moments du film. Dans le sens où pour moi le film était assez linéaire dans tout ce que j'ai vu, mais il m'a permis de durer 40 minutes, j'ai l'impression d'avoir une putain de série Netflix. Et donc le film se termine et je me dis, ah, que ça ! Déception de fou. Après, je pense que je me suis endormi quand même. Peut-être que la somnolence a fait que j'ai eu le temps à passer plus vite que prévu, que j'étais beaucoup plus déconcentré par certaines séquences, mais je pense que je me suis endormi, mais que j'ai quand même pu voir toutes les séquences majeures du film. Parce que j'ai l'impression que toutes les grosses séquences avec qui j'ai évoqué avec mes collègues, je les ai vus, quoi. Et en voyant la bande-annonce après, j'ai quasiment tout vu de la bande-annonce aussi. Donc bon, Onidon, ça parle d'une enquête sur une femme qui est morte, qui sera enquêtée par le personnage de Oni, interprété par Margaret Qualley. Donc j'aime bien, qui a un très très bon rôle, ça lui va comme un gant. Ce personnage un peu typé Betty, enquêtrice années 70, qui est lesbienne, donc il y a le côté femme fatale, mais femme fatale un petit peu rebelle. Donc je trouve qu'elle le campe parfaitement bien pour le coup. Et donc tout ce crime va se relier à une machinerie, relié à un pasteur frauduleux qui est joué par Chris Evans. Et moi j'adore quand Chris Evans joue des connards. J'avais beaucoup kiffé sa performance dans À couteau tiré. Et là pareil, Chris Evans, je crois qu'il a 5 scènes. Je pensais que c'était le méchant du film. Je pensais qu'on allait avoir un grand final avec lui et Margaret Qualley, mais non, il a 5 scènes.
Et ça me déçoit parce que Chris Evans, il est à fond, il est motivé. Chris Evans, il a une carrière de merde depuis Endgame. Et enfin, il avait un rôle un peu intéressant. Et non, malheureusement. Mais il est très bon, il est à fond, il se lâche, il est hilarant dans son rôle de pasteur, vraiment vulgaire et tout, mais qui est beau gosse et qui a aucune valeur pour la consécration humaine. Il utilise Dieu comme façade pour devenir une sorte de gourou supérieur à tout le monde. Il est super dans le rôle, mais il est sous-exploité. Il y a aussi Aubrey Plaza qui a un rôle sympathique. Un petit peu actionneur sur la fin, mais bon, il n'y a pas grand chose à redire non plus. Le film est assez violent, mais c'est la violence très fun, très comique, qui fait très Deadpool, qui marche très bien aussi. Et moi, j'aime bien la vibe du film. Je trouve que le film est assez drôle. Dans ce que j'ai vu, l'humour du film est assez drôle sur le côté, genre le collègue flic de Oni qui est assez marrant, le personnage de Chris Evans qui est assez hilarant dans son humour noir. La situation de base, c'est que les morts sont souvent marrantes, le côté enquête, l'ambiance années 70 très colorée, très pulp, que j'aime bien. La photo est pas super belle, mais je trouve que les décors et l'ambiance globale marchent très très bien. Après, il y a un peu un côté quand même Fargo du rabais, quoi. Fargo du rabais, dans le sens où on est encore sur une histoire un peu d'enquête, Amérique de l'Ouest, cynique, un peu parodique, un peu la Fargo, un peu comme tout ce que les frères Coen ont pu faire. Je trouve que c'est quand même du sous-Coen, quand même. C'est qu'on sent que là, j'ai l'impression que Ethan Coen, il a fait un film chill pour se détendre, sans trop se faire chier, quand même. Le film est bien, je trouve, dans ce que j'ai vu. Mais il est très simple, peut-être trop simple, je dirais. Ça manque de trop simple dans sa mise en scène, mais paradoxalement extrêmement bordélique dans sa narration. Et c'est ça qui flingue un peu le film, c'est qu'il y a plein de sous-intrigues. C'est qu'on a l'enquête, après on a un délire avec la nièce de Oni qui est observée par son daron, qui n'a jamais de résolution, c'est en 2-3 scènes ce truc, ça n'a pas de résolution. On a Chris Evans qui a des emmerdes avec des Français, qui n'a rien à voir avec l'enquête, mais du coup ça va porter Chris Evans pendant tout le film. Il y a plein de sous-intrigues qui n'ont aucun rapport avec l'intrigue principale, et qui fait qu'on a ce côté un petit peu film de gangster mafieux presque, qui impacte un personnage individuellement parlant, quoi. Sans que ça impacte le reste du récit, donc on a l'impression de voir le récit se suivre, et voir des petits récits inintéressants, qui terminent le récit des autres avant que le film se termine de façon satisfaisante. Ce qui fait que malheureusement, le film il est assez décevant, et il y a un côté pétard mouillé qui fait que je reste déçu, quoi. J'aimerais bien revoir le film, pas au cinéma quand même, mais juste pour savoir si j'ai loupé quand même des bouts du film. Mais voilà, personnellement, je vous le recommanderais pas quand même. Je trouve qu'on est quand même depuis que les frères se sont séparés, je trouve qu'on est quand même dans la pente descendante des frères Coen. C'est que vraiment le Hamlet de Joel Coen, je crois, je me suis fait chier sa mère. Quel ennui, quelle emmerde. Donc voilà. C'était mon dernier film de Festival de Cannes, parce qu'après le samedi, il y a une coupure de panne qui m'a empêché de regarder Les Aigles de la République et de regarder Sentimental Value, qui a eu un prix à Cannes aussi, que j'aurais bien aimé voir, notamment pour Stellan Skarsgård, qui avait joué dans Andor, pour être sûr que cette année-là, c'est vraiment l'année du GOAT, Stellan Skarsgård. Et puis il y a des films que j'aurais adoré regarder qui n'étaient plus dispo quand je suis arrivé. Je pense à Wes Anderson de Phoenician Scheme, ce qui paraît c'est pas très ouf, et j'ai un peu la flemme de le regarder maintenant. Le Highest to Lowest de Spike Lee, que j'aurais bien aimé regarder parce que moi j'ai vu High and Low de Kurosawa, et le teaser m'a vraiment convaincu. J'étais contre le remake, mais ça se voit qu'il a complètement fait à sa sauce, et je suis très très curieux de voir ce film là de Spike Lee. J'ai bien envie de le voir au cinéma pour le coup, celui-là. Donc ça c'est vraiment les deux films que j'ai ratés, que j'aurais aimé voir au cinéma. Sinon en dehors de ça, je suis plutôt satisfait des films que j'ai pu regarder, dans le sens où j'ai pas vu des chefs-d'œuvre de partout, malheureusement. Dans un sens, on a aimé tous voir des putains de films, j'étais très heureux d'avoir vu une variété de films de différentes origines, de différents styles. J'ai globalement eu un bilan de visionnage de films assez mitigé. J'ai été très très mitigé par les films que j'ai vus, mais c'était beaucoup de films très singuliers dans leur genre, dans leur culture, ce qui fait que je n'ai pas de regret sur tout ce que j'ai vu. C'est que j'ai vraiment beaucoup varié ma cinématographie par rapport à ces films-là, et pour une fois que j'avais le temps de mater 10 films en 2 jours, je l'ai fait, quoi. Donc voilà mon bilan du Festival de Cannes. J'essaierai d'aller encore plus loin l'année prochaine, en espérant que vous apprécierez ces films-là, que vous donnerez votre avis sur ces films-là, et qu'on en parlera une fois que ces films-là seront sortis, une fois que vous les aurez vus au cinéma. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, si vous étiez au festival, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez kiffé ou pas. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié ces avis sur ces différents films, avec des légers spoilers. C'est toujours mieux de ne pas regarder mes avis, mais j'essaye de ne pas spoiler les grands moments des films. Donc voilà, c'était la fin de cette session Festival de Cannes. Vous aurez une petite vidéo vlog de Cannes aussi vite fait. Mais en dehors de ça, j'en ai fini avec les films du Festival du Cannes. Donc on clôt ce chapitre-là de cette année 2025. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et ciao!